bonjour. Le dernier mot est une nouvelle émission du bouquet l'ODJ. C'est une émission généraliste qui va aborder des sujets politiques, économiques, peut-être d'autres sujets ultérieurement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Fouad Doueri. Monsieur Doueri, bonjour. Bonjour. Notre sujet est la politique énergétique du Maroc. C'est un sujet très important, c'est un sujet qui va décider de l'avenir du présent et du futur de 36 millions de Marocains, mais également du tissu économique, de sa compétitivité, de son positionnement à l'échelle internationale. Si vous voulez, permettez-moi de vous présenter, même si je n'en ai pas forcément besoin. Vous êtes ingénieur de formation, ingénieur des ponts et chaussées, vous êtes aussi docteur, vous avez vos doctorats à l'école des mines de Paris, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes en politique, membre du Conseil national du Parti d'Istiqlal, n'est-ce pas? Et vous étiez ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement. Et actuellement, vous êtes en mandat local, hein, si je ne m'abuse, dans la région de Casablanca-Stade, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, avant de commencer, M. Doueri, je voudrais qu'on fasse un constat qui est de dire que l'économie mondiale a changé, le commerce mondial a changé, et il est en train de changer parce que justement des politiques font qu'il change. Et ces politiques, ce sont des politiques de décarbonisation, des politiques de décentralisation, de digitalisation également. Et ces politiques ont impulsé des changements de paradigme dans le secteur de l'énergie, mais dans les services publics de manière générale. Alors je voudrais, si vous le permettez, je voudrais qu'on aborde cette problématique de politique énergétique au Maroc par l'évocation de l'histoire de la production et de la consommation de l'énergie au Maroc et dans le monde, pour expliquer un peu les raisons pour lesquelles nous en sommes aujourd'hui, pourquoi la Terre souffre aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui on a un problème climatique, le réchauffement climatique, des ressources de plus en plus rares, etc. Il y a peut-être des réponses évidentes, d'autres qui le sont moins. Pourquoi on en est là, M. Doueri? Bien. Merci de l'invitation. Je suis ravi d'être dans les locaux de l'ODJ. L'ODJ, c'est un sigle qu'on connaît depuis notre enfance et qui aujourd'hui se renouvelle et se modernise et va vers des moyens de communication modernes. Et j'espère, ce qu'on peut souhaiter, c'est tout le succès à cette émission, dans laquelle je m'honore d'être l'un des premiers invités, et à l'ODJ de manière générale. On met le masque? Oui, alors justement, je voulais vous le dire, je remets mon masque, là, je me suis juste présenté aux auditeurs, je remets mon masque parce que la prévention est nécessaire, surtout par les temps qui courent. Je fais de même. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, tout le monde sait que la consommation d'énergie est l'un des indicateurs du développement, et donc au niveau mondial, la consommation d'énergie progresse, et progresse de manière continue. On ne va pas revenir aux temps anciens, au début de l'humanité, mais en tout cas depuis la période pré-industrielle, la consommation de l'énergie progresse de manière exponentielle, à telle enseigne, et de la consommation des ressources, de manière générale, pas seulement de l'énergie, ce qui a fait dire à des chercheurs et à des scientifiques que l'eau, l'énergie et l'environnement sont trois défis majeurs du XXIe siècle. Aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple, au mois d'août, on a consommé 100% de ce qui est renouvelable sur la Terre. Donc pendant 4 mois, en quelque sorte, on vit à crédit. C'est-à-dire qu'on consomme un certain nombre de ressources non renouvelables. Et ça, c'est une situation qui ne peut plus durer, à telle enseigne qu'un certain nombre de pays, par exemple, ont mis en place ce qu'on appelle la règle verte. La règle verte, certains pays ont l'ambition de le mettre dans leur constitution, c'est de dire on ne peut pas consommer plus que ce que la Terre peut renouveler. D'accord ? Donc c'est ça l'ambition, notamment des mouvements écologistes à l'échelle internationale,
les accords de Paris par exemple, mais tous les mouvements écologistes ont cette ambition de dire on ne doit pas consommer plus que ce que la Terre ne peut renouveler, et le mouvement relatif à l'environnement et au réchauffement climatique qui fixe cette limite de ne pas d'avoir un réchauffement climatique inférieur à 2 degrés, donc moins que 2 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Selon la consommation actuelle, on va largement dépasser ces 2 degrés. Et aujourd'hui, on parle plutôt de 3,5 degrés, ce qui causerait des conséquences très lourdes sur la vie sur Terre, parce qu'il y aurait des phénomènes de réchauffement donc irréversibles et qui causeraient des dommages aussi bien au système hydrologique, au système climatique. Par exemple, toutes les villes côtières risqueraient d'être submergées par la fonte des glaces, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, ouragans, tempêtes, etc. Bref, on est dans un... Et le contexte de la pandémie de ces 2 dernières années a rendu les gens encore plus sensibles à ces phénomènes, disons, écologiques ou environnementaux, ou aux maîtrises des catastrophes ou des événements extérieurs. Et ça a un impact sur le secteur de l'énergie, qui est une ressource rare, chère, qu'il faut gérer avec attention. Donc voilà le contexte général historique. Au Maroc, on est un pays qui consomme peu d'énergie par habitant, parce que nous sommes un pays qui n'est pas riche, nous sommes un pays pauvre, ou en tout cas dans la catégorie moyenne inférieure. Et donc, la consommation d'énergie par habitant dépend de la richesse. Plus on est riche, plus on consomme de l'énergie. Donc nous, on consomme peu d'énergie par habitant. On est peu polluant à l'échelle mondiale, mais quand même, notre pays a souhaité prendre le leadership sur ces questions d'environnement et a notamment fait des initiatives par rapport au COP, avec un développement très fort de la production d'électricité par énergie renouvelable, et donc de manière à limiter notre consommation énergétique et également de manière à limiter notre impact environnemental. Pour enchaîner sur ce que vous dites, M. Douy, pour revenir au Maroc, au cas Maroc, parlons un peu de la production. On va parler d'abord de la production énergétique, du mix énergétique au Maroc. Où on en est, notre mix énergétique, quelles sont les visions et quelles sont les énergies qu'on produit, les énergies qu'on importe, et où va-t-on? D'abord, on est largement dépendant de l'extérieur. Parce que la consommation énergétique au Maroc, c'est essentiellement, c'est en majorité, donc plus de 60%, le transport. Le transport et les industries, donc c'est de l'énergie consommée sous forme d'hydrocarbures. Le deuxième gros poste de consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire de combustible, c'est la production d'électricité, où là, on utilise beaucoup de charbon et on utilisait un peu de gaz. Donc ça, c'est la consommation d'énergie fossile. Donc le charbon a toujours... le charbon est il la plus existera importante. toujours chez nous et ailleurs. Aujourd'hui, l'essentiel de notre production d'électricité se fait par du charbon. D'accord. Maintenant, autour de 30%, depuis une dizaine d'années, on a choisi de développer les énergies renouvelables. Et on avait un objectif de 40% de la puissance installée, c'est-à-dire de la capacité de production, pas de la production, mais de la capacité de production en énergie renouvelable, qu'on a porté à 50% à l'horizon de 2030. Je dis puissance installée parce que, comme vous le savez, une centrale électrique photovoltaïque, donc d'énergie solaire, quand elle a une puissance de 100 MW par exemple, elle ne produit pas 100 MW tout le temps, elle ne produit que pendant les heures d'ensoleillement. Donc il y a une différence entre puissance installée et production. Donc aujourd'hui, en gros, au jour d'aujourd'hui, on a 35% de la puissance installée en énergie renouvelable au Maroc, et on a un peu moins de 20% de la production d'électricité en renouvelable. Donc 80% ou 85% de notre production d'électricité se fait par des sources fossiles, essentiellement charbon, et un peu jusqu'à dernièrement du gaz, par le gaz. Bon, maintenant avec l'arrêt du gazoduc, donc on n'a plus de gaz. Et le reste donc par renouvelable. Maintenant, tout le pan transport, tout ce qui est hydrocarbures liquides, et qui est pour l'instant à base donc de gasoil et d'essence, donc d'énergie fossile. Et là,
c'est aussi quelque chose qui peut changer à moyen terme, puisque, comme vous le savez, avec l'électrification attendue du parc de véhicules au niveau mondial, on s'attend à ce que, à l'avenir, on vende de plus en plus de voitures électriques, et peut-être dans la décennie qui vient, les voitures électriques deviendront majoritaires, dans les ventes en tout cas certainement, et progressivement dans le parc. Et donc à ce moment-là, la part des hydrocarbures liquides va diminuer, et la part de la consommation d'électrique va augmenter, et donc la part du renouvelable va augmenter. On le voit d'ailleurs, il y a des projets au Maroc de mise en place de bornes de recharge, etc., pour pousser, mais les prix des véhicules électriques restent encore chers, et ce n'est pas demain que ces prix-là vont baisser. C'est peut-être ça aussi un frein pour l'électrification des véhicules. Je pense que ça va aller vite. Vous savez, dans toutes les technologies, il y a des sauts technologiques qui se produisent tout le temps. D'abord, il y a une baisse des prix qui vient des quantités et de la productivité. Rappelez-vous, quand on avait sorti les premiers téléviseurs à écran plat, et le téléviseur valait 30 000 dirhams, aujourd'hui il vaut 3 000 dirhams, le même téléviseur. Le coût du photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque, a divisé sur 10 ans par 7 ou 8. Donc ça peut aller vite. Ouais, également pour les véhicules électriques, le gros défi au niveau des véhicules électriques sur le plan technologique, c'est les batteries de stockage. C'est ce que et dès qu'on trouvera ou qu'on améliorera la technologie de stockage, ça va donner un boulevard pour les véhicules électriques. Oui, parce qu'il y a un problème justement de terres rares qui sont à la base de ces batteries, de la matière première, et justement c'est le problème qu'a le Maroc, que connaît le Maroc et d'autres pays d'approvisionnement en matière d'équipement électronique de manière générale. Et ça aussi, ça ne va pas aider non plus à aller très vite dans ce domaine. Alors, de toute façon, vous savez, effectivement, dans certaines technologies et certains matériaux, il y a des pays qui dominent ces technologies, c'est des états de fait. Maintenant, déjà, l'avantage des renouvelables pour le Maroc, c'est que la ressource, elle est locale, elle est nationale. Hein? On n'a pas besoin, le soleil, il est au Maroc, il est marocain, et le vent aussi, les énergies hydrauliques également dans les barrages également. Donc c'est pour ça que le choix de développer les énergies renouvelables, classiques, sous la forme classique, c'est-à-dire éolien, solaire, hydraulique, est un choix sage, à long terme, et un choix, à mon avis, qui va être couronné de succès. Parce qu'en même temps, le coût de ces énergies est en train de diminuer, donc les investissements futurs vont être de plus en plus rentables. Et deuxièmement, on garantit une sécurité d'approvisionnement et une indépendance énergétique. En tout cas, on améliore notre sécurité d'approvisionnement et notre indépendance énergétique. Le développement du véhicule électrique va être la prochaine étape qui va accélérer ce mouvement. C'est-à-dire que le recours aux hydrocarbures liquides va diminuer progressivement et le recours à l'électricité va augmenter progressivement. J'ajoute que ça, c'est une question très importante au niveau mondial aujourd'hui. Au niveau mondial, il y a la recherche pétrolière, je ne sais pas comment elle va évoluer à l'avenir. Il se peut que la recherche pétrolière commence à diminuer, parce qu'on n'aura plus besoin, on aura de moins en moins besoin d'hydrocarbures. Il y a des pays qui ont trouvé des gisements, et ils ne sont pas sûrs de pouvoir les exploiter. Parce que est-ce qu'il y aura le marché dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir suffisant pour exploiter des ressources, en tout cas, ou des ressources chères en tout cas. Et puis il y a des opérateurs qui sont dans le domaine qui se diversifient, qui sont passés du tout gaz et pétrole aux énergies renouvelables. Les plus grands investisseurs dans le renouvelable aujourd'hui, c'est des sociétés pétrolières. Parce qu'il faut bien. Parce que sinon, elles vont devenir comme des fossiles elles-mêmes. On a vu le cas, je vous rappelle le cas de Kodak, dans le film photographique, il n'a pas évolué, il n'a pas saisi l'irruption du numérique dans la photographie. Kodak, qui était une grande entreprise mondiale, n'existe plus. Donc dans les énergies, disons, l'énergie de manière générale, les grands majors, par exemple pétroliers, sont en train d'accélérer leur reconversion vers les énergies renouvelables ou vers d'autres services. Et il faut qu'ils aillent vite. Monsieur Debris, je voulais relever un petit paradoxe. Je ne sais pas ce que vous en penserez par rapport à l'accord de Paris. L'accord de Paris, il est demandé aux pays de respecter leur engagement par rapport à la baisse des gaz à effet de serre, etc., dans leur propre territoire. Mais on voit souvent que les fonds souverains, beaucoup de compagnies investissent dans d'autres pays
dans des technologies polluantes. Que pensez-vous de ce paradoxe qu'on a et qui est là et qui sera amené à rester pendant quelque temps? Oui, c'est sûr. Bon, vous savez, cette question, elle est importante, on l'affronte tous les jours, c'est-à-dire que les opérateurs économiques, que ce soit des pays, que ce soit des investisseurs, que ce soit des entreprises, essayent d'externaliser ou de sous-traiter toutes les externalités négatives, c'est-à-dire des externalités sur l'environnement ou sur les lois sociales. On va faire travailler des gens dans des pays où la protection sociale et les salaires sont très faibles, et donc on sous-traite aussi du travail. Ça, c'est un phénomène, effectivement, qui existe. Cela dit, il a deux freins, essentiellement. D'abord, c'est les législations locales. À un moment, il y a même des pays où on exportait des déchets. Vous vous rappelez, même au Maroc, on a eu des scandales sur ces sujets, mais les législations locales doivent être suffisamment protectrices, premièrement. Deuxièmement, les accords internationaux aussi. Aujourd'hui, par exemple, comme résultat des COP, même si les COP ont des résultats faibles, en général sont souvent décevantes, mais comme résultat des COP, on sait que de moins en moins d'investisseurs ou de financeurs veulent financer des projets à base d'énergie fossile. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on n'arrivera plus à financer une centrale au charbon. Au Maroc, si on veut demain faire une centrale au charbon, ce qui n'est pas le cas, mais si jamais on voulait faire demain une centrale au charbon, on ne trouverait pas de financeurs pour cette centrale. Parce que les grands financeurs ne veulent plus financer d'énergie fossile. Ils se sont engagés à ne plus financer d'énergie fossile. Aujourd'hui, le problème qui se pose, d'ailleurs le président Macky Sall du Sénégal l'a soulevé dernièrement dans l'une de ses interventions, on risque de ne plus trouver de financeurs pour exploiter des gisements pétroliers ou gaziers. Donc c'est encore plus loin, ça va encore plus loin. C'est-à-dire, le Sénégal a trouvé des ressources en pétrole et en gaz qui ne sont pas encore exploitées, mais il doit donc, c'est des ressources en mer, il doit donc les connecter, il doit donc les mettre en place, les puits d'exploitation. C'est des projets en général qui se chiffrent en milliards de dollars. Eh bien, il faut trouver des financeurs. Et aujourd'hui, il y a un problème. Et donc, le mouvement environnemental, les accords internationaux créent quand même une pression sur ces acteurs qui est parfois insuffisante, mais qui quand même a une influence. Et ces nouvelles technologies qui permettent de capturer le carbone et justement pour rendre des centrales à charbon un peu, comment dirais-je, vertes, est-ce que ce sont des choses réalistes qu'on peut voir éventuellement? Parce que ce n'est pas des technologies qui sont très développées. Pour l'instant, franchement, ce n'est pas encore très au point. Il y a des centrales, les nouvelles centrales à charbon récentes sont des centrales plus propres que les anciennes. Ils ont des meilleurs filtres, ils émettent moins de gaz à effet de serre, moins de polluants, c'est vrai. Mais cela dit, elles sont très polluantes. Oui, mais par contre, on a parlé de technologie de captage de CO2. C'est ça. Pour l'instant, ces technologies ne sont pas au point. Il n'y a pas encore, à l'échelle industrielle ou à une échelle importante, du captage de CO2. C'est des projets, il y a des sites pilotes, mais il n'y a pas encore d'application industrielle. Mais je pense que aujourd'hui, par contre, il y aura un frein sur l'émission de CO2 à la base. Le captage va peut-être qu'on va trouver des technologies dans le futur, mais il n'y a pas encore de technologie, à ma connaissance, disons économiquement abordable, qui soit opérationnelle. Donc, il vaut mieux à la source diminuer les émissions. Et donc, par exemple, je pense qu'il n'y aura plus dans le monde, ou en tout cas très peu, de centrales au charbon. Le charbon, il va se terminer. Et j'avais une question aussi par rapport à la consommation, l'aspect consommation. Est-ce que chez nous au Maroc, aussi bien les ménages que les entreprises sont sensibles à la transition énergétique que connaît le Maroc? Est-ce qu'ils sont sensibles à la politique d'efficacité énergétique que lance le Maroc depuis quelques années? Est-ce que les lois, le législateur favorise à ce que les ménages, aussi bien les ménages que les entreprises, participent concrètement à cette transition énergétique au Maroc? Alors, il y a un effort qui est fait, comme vous le savez, depuis la charte de l'environnement qui date d'une dizaine d'années. On a une loi cadre sur l'environnement, sur laquelle j'avais moi-même travaillé quand j'étais ministre de l'Environnement, et présenté au Conseil de gouvernement. Donc il y a un certain nombre d'initiatives. On sent qu'il
Il y a beaucoup d'associations au niveau national qui sont actives dans l'environnement. On a des milliers d'associations actives sur le terrain dans l'environnement. Les Marocains sont très sensibles aux nuisances environnementales. On a parlé du problème des sacs en plastique qui a empoisonné la vie de quartiers et de villes et de régions pendant des années. Les problèmes de gestion des déchets ménagers ou des déchets industriels. Donc les Marocains sont sensibles aux nuisances environnementales et souhaitent une amélioration de leur environnement. Maintenant, dans l'action, il est évident que l'environnement, si on veut améliorer ces nuisances, il y a un coût. Je vous donne un exemple. On peut beaucoup mieux gérer nos déchets, mais ça coûte plus cher. Si on veut les brûler, les incinérer. La biomasse énergie. Ça coûte de l'argent. Ces budgets-là, il faut qu'on puisse les mobiliser. On parle du recyclage, par exemple. Je prends le cas des déchets industriels et le recyclage. On avait travaillé sur plusieurs sujets, par exemple les huiles usées des voitures, les pneus usés, les batteries usées, le plastique lui-même. Quand j'étais ministre de l'Environnement, on a sorti l'écotaxe sur les matières plastiques. Donc vous savez que chaque fois qu'on importe du plastique sous forme matière première produit fini, il paye une taxe. Cette taxe, c'est le producteur qui la paye, ou l'importateur. Donc, in fine, le consommateur, parce que lui, il va répercuter sur son prix de revient. Les recettes de cette taxe doivent servir à financer la filière plastique, de manière à diminuer les coûts de la filière pour que le consommateur s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il le paye d'un côté, mais ça revient de l'autre côté pour améliorer tout le recyclage, la récupération des plastiques, des déchets, le recyclage, et financer cette filière de recyclage. Parce qu'il n'est pas vrai de dire que le recyclage est économiquement rentable. En général, il manque quelque chose. Il faut subventionner le recyclage pour qu'il soit économiquement rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au Maroc, dans la loi cadre sur l'énergie, un principe qui est qu'on résume en pollueur-payeur, le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire ou qu'on résume dans le principe de la responsabilité étendue du producteur, quelqu'un qui produit un produit ou qui importe un produit qui va polluer, et que la collectivité doit prendre ce déchet et le gérer, ben, il faut financer cette gestion. D'accord ? Donc c'est ce principe qui est utilisé dans plusieurs pays dans le monde et qui est un principe logique du pollueur-payeur et qu'on commence à utiliser au Maroc. On l'a fait pour le cadre des matières plastiques. La loi de finances 2022 a introduit également des écotaxes sur des appareils électriques, des appareils électroniques dans cet objectif. Sauf que cette loi de finances, franchement, n'était pas satisfaisante parce que normalement, le coût de cette taxe devait aller dans un fonds pour gérer ces déchets et non pas dans le budget général de l'État. Donc il y a une faille dans cette loi de finances qu'il faudrait rectifier de manière à ce que il est logique de faire supporter à celui qui pollue une partie du coût du traitement des déchets, mais il faut que cette taxe-là aille vraiment dans la filière du recyclage et du traitement des déchets. Voilà, donc je résume, les Marocains sont sensibles, ils souhaitent une diminution des nuisances pour leur santé, pour leur famille et pour leur environnement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les budgets parce que bon, les gens sont sensibles, mais il faut les ressources aussi. Une des voies, c'est ce principe de la responsabilité du producteur ou du pollueur-payeur à travers ces taxes sur la consommation, mais qui doivent revenir dans les filières du recyclage. Louis, j'ai une question à vous poser, une question, parce que c'est une émission didactique, sans forcément être scolastique. Est-ce que vous pouvez nous définir ici ce que veut dire l'efficacité énergétique? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette notion d'efficacité énergétique et qui est une politique qui est au corps de la politique énergétique du Maroc? L'efficacité énergétique, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est-à-dire essayer d'économiser de la consommation. Pour le même résultat, c'est-à-dire sans atteindre à la qualité de vie, à la production, diminuer la consommation. Comment? Par exemple, vous avez chez vous un four ou un lave-linge,
ou un frigidaire, un réfrigérateur, ben, il y a des réfrigérateurs qui consomment moins que d'autres, parce qu'ils sont fabriqués de manière plus efficace. Donc vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, dans les réfrigérateurs, il y a les catégories A, B, C, qui sont des indices de consommation énergétique. Quand vous prenez un réfrigérateur de classe A, vous allez consommer moins que celui qui va acheter un réfrigérateur de classe B. D'accord ? Donc c'est ça l'efficacité énergétique, c'est que ça soit dans les équipements ménagers, dans les équipements de la vie de tous les jours, mais également dans l'industrie, donc chez l'ensemble des consommateurs, dans le bâtiment, chez l'ensemble des consommateurs, utiliser soit des matériels, des matériaux, des processus qui consomment moins d'énergie à rendement ou à résultat équivalent. C'est ça l'efficacité énergétique. Alors le Maroc a une politique d'efficacité énergétique un peu difficile. On ne peut pas dire qu'on a obtenu des grands succès, mais il y a une politique d'efficacité énergétique qui, à travers un certain nombre d'arrêts, il y a même une agence publique de l'efficacité énergétique, et qui cherche à informer, stimuler, mobiliser, cofinancer des actions dans le but de développer l'efficacité énergétique. Par exemple, dans un code de la construction, il y a des règles de construction pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. La classification dont vous avez parlé tout à l'heure. La classification d'un certain nombre de matériels pour inciter le consommateur à aller vers les équipements les moins consommateurs. Mais également des normes, un certain nombre de normes, pour ne plus importer des équipements qui consomment beaucoup. Et ainsi de suite. Par exemple, utiliser des LED au lieu d'utiliser des lampes à incandescence, parce que le LED consomme beaucoup moins, et ainsi de suite. Donc l'État a un rôle important à jouer à travers des incitations fiscales, voire des réglementations qui parfois doivent interdire certains matériels, du contrôle à l'importation aussi de certains matériels, des matériels de qualité qui ne doivent pas rentrer au Maroc, et également à travers des incitations, donc en diminuant des taxes ou des TVA sur certains équipements efficaces, finançant ou cofinançant des actions de l'efficacité énergétique. Est-ce que, dans le même cas de l'efficacité, est-ce que ça implique aussi une gestion intelligente, aussi bien des ressources, je pense notamment, vous êtes un élu local dans le Grand Casablanca, est-ce que dans la politique des villes, des territoires, il y a ces politiques d'efficacité énergétique pour une gestion intelligente, optimale de l'éclairage public, l'éclairage au niveau des mosquées, au niveau des administrations territoriales, etc., etc. Oui, il y a eu des actions. Moi, quand j'étais ministre, on avait commencé à travailler sur ce sujet, notamment avec la SIE, la Société d'investissement énergétique, qui s'appelle aujourd'hui Société d'ingénierie énergétique, qui avait lancé un certain nombre de projets avec des villes, avec le ministère des Habous pour le cas des mosquées. Dans les villes, le premier poste, c'est l'éclairage public, effectivement. Et là, il y a des villes qui ont changé leur éclairage public, donc qui ont mis en place des matériels plus efficaces, avec des lampes différentes, avec une gestion intelligente de l'éclairage public, et dont l'économie sur la consommation finançait largement, sur une période donnée évidemment, l'investissement dans ces nouveaux modèles d'éclairage. Ce n'est pas seulement mettre des lampes plus efficaces, mais c'est aussi gérer mieux l'éclairage. Est-ce qu'on doit mettre de l'éclairage de telle heure à telle heure? Des fois, on le voit, il y a des villes où vous partez pendant la journée, il y a un éclairage qui est déjà là. Donc il faut gérer intelligemment l'éclairage. Il y a peut-être des zones, il y a même dans certains pays, il y a des zones qu'on n'éclaire que quand quelqu'un passe. Il y a un éclairage intelligent qui va détecter les mouvements et faire fonctionner l'éclairage, et quand il n'y a personne, il éteint l'éclairage, ainsi de suite. Donc, dans les collectivités locales, oui, il faut aller plus loin dans l'efficacité énergétique. Dans la région de Casablanca, moi je suis dans une commission qui s'occupe notamment du transport et de la mobilité, mais également des nouvelles sources d'énergie. Et on a commencé à réfléchir, et on a des réunions sur ce sujet, pour comment pouvons-nous aider les entreprises de la région de Casablanca pour développer la consommation d'énergie renouvelable, c'est-à-dire pour qu'elles s'équipent en énergie renouvelable. Comment la région peut faire un programme avec éventuellement du cofinancement, de l'incitation, parce qu'il y va de l'intérêt de la région et il y va de l'intérêt des entreprises de la région. Une autre question, M. Delis, c'est ce qu'on voit, l'évolution des modes de fonctionnement et la relation qu'on a à l'énergie. On va plus, passez-moi l'expression, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça ou pas, on va plus vers l'ubérisation de l'énergie. L'ubérisation de l'énergie, c'est-à-dire que
il y a des plateformes intelligentes qui sont dans la continuité de ce que vous venez de dire, des plateformes intelligentes en ligne qui mettent en relation des producteurs et le consommateur final. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager au Maroc? Est-ce que les lois favorisent ce genre de choses? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans quelques années chez nous? Non, on peut imaginer beaucoup de choses, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a des lois qui ont permis le développement de producteurs indépendants pour la haute tension. La loi 1309, qui existe depuis une dizaine d'années, et il y a un certain nombre de producteurs qui ont lancé des centrales solaires ou éoliennes en propre et qui ont cherché leurs propres clients. Et ils vendent en général à des grandes industries. D'accord ? Donc ça existe déjà au Maroc. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est à l'étendre à la moyenne tension et à la basse tension. Comment faire en sorte de développer pour des usages moins de puissance, si vous voulez, individuellement, mais donc pour la moyenne tension et la basse tension, comment développer, inciter les gens à s'équiper en énergie renouvelable. Alors, il y a eu des décrets pour la moyenne tension, mais pour l'instant, ce n'est pas un grand succès à ce niveau-là parce que beaucoup de contraintes. En réalité, aujourd'hui, vous savez, le marché de l'énergie, et c'est là que l'agence de régulation doit intervenir. Le marché de l'énergie au Maroc est dominé par des opérateurs publics qui sont l'ONE et Mazen. C'est normal, mais ça veut dire que parfois, ils ne laissent pas le champ libre aux autres opérateurs. Donc il y a l'ONE Mazen, mais il y a aussi les régies de distribution, l'IDEG et les sociétés privées qui font de la distribution. Donc les acteurs en place défendent leur position. Et c'est un marché, ils défendent leur position. Le régulateur doit avoir une vision pour défendre l'intérêt général, public, et défendre le consommateur, qui n'est pas forcément ce que font les opérateurs, parce que les opérateurs défendent leur position. Donc, c'est normal, vous savez, c'est le jeu d'un marché, c'est tout à fait normal. Mais donc, on doit aller un peu plus loin dans ces réglementations pour inciter davantage les gens à s'équiper, notamment à pouvoir céder l'énergie qu'ils ne consomment pas. Donc il faut mettre des appareils, des compteurs intelligents qui permettent à un consommateur, par exemple particulier, de consommer et de payer de l'électricité quand il n'en produit pas lui-même, mais pendant la journée, quand il a du solaire chez lui, par exemple, qu'il puisse céder cette électricité au distributeur. Donc ça demande des équipements, ça demande du temps, mais ça demande également des incitations réglementaires, et l'agence de régulation est appelée à intervenir. On a sorti une loi dernièrement, il y a un mois, dans ce sens, qui est passée au Conseil de gouvernement, mais dont tout le monde sait qu'elle n'est pas valable, cette loi. Je crois que même le ministre ou la ministre en charge sait qu'elle n'est pas valable, mais ils se disent, bon, on va la mettre quand même et puis on va la modifier après. C'est-à-dire qu'elle est trop contraignante pour le public. Elle défend trop les acteurs en place. Donc, j'appelle à une réflexion plus approfondie, plus équilibrée, pour que les consommateurs, le grand public, les consommateurs industriels d'ailleurs, les moyennes entreprises, en moyenne tension, mais également les particuliers, soient incités à être autoproducteurs et à participer donc à l'investissement en matière de production d'énergie, l'énergie renouvelable. Cela dit, il faut quand même rendre hommage à l'Office national d'électricité et de l'eau potable, parce que si un établissement qui produit de l'énergie et dont une bonne partie de l'énergie est vendue à perte. Parce que n'oubliez pas qu'au Maroc, on a une tranche sociale, qu'on appelle tranche sociale entre guillemets, dans l'électricité et dans l'eau. C'est-à-dire les petits consommateurs payent un prix qui est inférieur au prix de revient. D'accord ? Quand vous consommez moins que 200 kWh en électricité ou moins que 6 mètres cubes, je pense, en eau par mois, vous payez moins que le prix de revient. Par contre, les gros consommateurs, ceux qui consomment plus que 500 kWh par exemple, payent plus que le prix de revient. Donc, on a un système de facturation électrique qui crée une sorte de péréquation, mais qui, en gros, fait supporter à l'établissement public des pertes d'exploitation parce qu'il vend moins que le prix de revient. Donc, il est difficile de mettre cet établissement public sur un marché concurrentiel en lui disant sur les mauvais clients, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas rentables, c'est toi qui les gardes, les petits consommateurs,
Mais sur les bons clients, les grandes entreprises industrielles, les grands consommateurs, ben, eux, ils vont aller vers le marché privé et produire eux-mêmes. Donc on va déséquilibrer cet opérateur. Donc il faut être conscient quand même de cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on protège peut-être, mais en même temps on donne à l'opérateur public des responsabilités lourdes. Donc il faut quand même réfléchir à une évolution globale du marché, de manière, si on veut supporter, ce qui est une bonne chose, je pense qu'on ne demande pas à changer cet état de fait, c'est une bonne chose, mais il faut compenser l'opérateur public de ces pertes qu'il fait sur ces clients-là, pour lui permettre d'être compétitif. Et j'avais aussi une question, Monsieur Delis, par rapport à d'autres sources d'énergie, toujours dans le cas des énergies renouvelables. On a 3200 km de côte, et je sais qu'il y a des réflexions au niveau du ministère de la Transition énergétique et du développement durable par rapport aux énergies marines. Qu'en est-il? Est-ce que c'est une réflexion qui évolue? Est-ce qu'on parce qu'on en parle depuis quelque temps, mais on ne voit rien. Je parle notamment à l'hydrolien, à toutes ces technologies. Oui. Est-ce que c'est des choses réalistes pour le Maroc? Écoutez, il y a plusieurs sites pilotes au niveau international dans ces énergies-là, mais il n'y a pas encore d'utilisation large et industrielle. C'est parce que je pense qu'il n'y a pas encore le niveau d'efficacité, quand je dis efficacité, c'est-à-dire production-coût, et la capacité de déployer à grande échelle ces énergies-là. Donc, je pense qu'en matière d'énergie, il faut continuer à chercher, parce qu'on trouvera d'autres technologies et d'autres manières de produire plus rentables, mais je pense que cette technologie hydrolienne, en tout cas, ne semble pas celle qui va nous donner une solution pour la décennie dans laquelle on est, à court, moyen terme. Elle n'est pas encore mûre sur le plan technologique ou sur le plan économique pour qu'on puisse baser dessus une stratégie énergétique. Mais peut-être la prochaine décennie. Avant d'arriver à la dernière rubrique de l'émission, M. Diori, qui porte le nom éponyme, vous aurez le dernier mot. J'avais une question une question personnelle par rapport à vous. Ça fait quoi de passer de la haute autorité, si je m'exprime ainsi, à la gestion territoriale? Est-ce que c'est ça d'être un homme politique aussi? C'est de passer d'une position de ministre à une position d'élu local? Comment se passe justement cette transition? Non, très bien, parce que effectivement, vous savez, être ministre, c'est une mission, donc qui est forcément limitée dans le temps. On essaie de donner le meilleur de soi-même à son pays, avec fierté. Mais cette expérience qui est riche, même si elle dure un temps limité, mais elle est intense, donc elle donne une expérience très intéressante et très riche, il faut aussi continuer à la mettre au service de son pays. Et peut-être la mettre au service du pays à un échelon local, c'est bien. Je suis très content d'être élu local. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, dans la commission dans laquelle je travaille au niveau de la région, j'ai initié ce chantier par rapport aux énergies renouvelables. J'espère que dans ce mandat, on va sortir quelque chose de concret et d'utile aux entreprises de la région du Grand Casablanca en matière d'énergie renouvelable. Voilà par exemple une application. Mais de par ma formation d'ingénieur, je m'intéresse à d'autres sujets comme le sujet de la mobilité et du transport, qui est un sujet fondamental à Casablanca, où là aussi, il faudrait des initiatives parce que aujourd'hui, et je parle de la région de Casablanca, vous savez qu'il y a des zones industrielles qui sont très mal desservies en transport, notamment en transport collectif. Vous avez des zones d'habitation également, des villes périphériques de Casablanca ou des petites villes de la région du Grand Casablanca Stade qui sont très mal desservies. Et donc, il y a un réseau de transport régional de qualité qu'il faudrait faire émerger pour que la région devienne vraiment attractive et améliore les conditions de vie des citoyens, les conditions d'investissement des entreprises et l'attractivité de la région de manière générale. Donc il y a beaucoup de sujets dans une région qui sont passionnants, qui exigent de nous un engagement et qui exigent de nous d'aller plus vite encore que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que les défis sont là.
Et il faut pouvoir accélérer de manière à ce qu'également, l'autre défi, c'est de réussir la régionalisation. Parce que jusqu'à présent, chez les citoyens, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que la région, ni quel est le rôle de la région. Et j'espère qu'à la fin du mandat, on arrivera avec des citoyens, quand on viendra présenter notre bilan, qui vont être convaincus que la région a fait quelque chose et qu'ils auront été informés pendant le déroulement du mandat et que par la suite, les collectivités que sont les régions prendront plus de poids et plus de pouvoir. Parce que vous savez qu'il y a des responsabilités partagées avec l'État et les régions peuvent tout à fait négocier avec l'État central de manière à avoir plus de compétences dans les futurs mandats. Très bien. Alors on arrive au terme de cette émission, dans la dernière rubrique qui est le dernier mot. Donc le dernier mot vous revient et il est censé être par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui est la politique énergétique du Maroc. Oui, c'est un sujet, bon, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des défis majeurs du XXIe siècle, la gestion de l'énergie. C'est un sujet très important, tellement important qu'il excède ou qu'il dépasse un gouvernement ou un mandat gouvernemental. Parce que c'est souvent des politiques à long terme, des investissements très importants qui engagent, et des stratégies qui engagent le pays sur le long terme. Et donc qui excèdent la durée d'un gouvernement. Moi, je plaide pour que ce sujet soit l'objet de débat et on pourrait imaginer un Conseil supérieur de l'énergie qui ramasse les différents acteurs du secteur et qui débat des options énergétiques et des stratégies. Monsieur Dury, je vous interromps. Est-ce qu'il y a déjà eu les assises de l'énergie au Maroc ou jamais? Non, je ne me souviens pas de ça. Non, okay. Enfin, je me souviens, en tout cas pas dans les 10 dernières années. Et donc, moi, je plaide pour ça. Pourquoi? Pour que, d'abord, échanger les idées, tenir compte des positions des uns et des autres, tenir compte de l'avis des scientifiques et des évolutions technologiques futures également, qui sont importantes, mieux coordonner l'action des différents acteurs, et faire en sorte que les choix parce que les choix en matière d'énergie, on est obligé de les faire sur le long terme, mais on peut faire un choix aujourd'hui, et dans 10 ans, on se rend compte qu'il y a une nouvelle technologie qui est plus efficace. Mais c'est normal, parce que le choix qu'on a fait, on l'a fait il y a 10 ans. Donc de manière à assurer aussi une certaine continuité dans la mise en œuvre. Il est très mauvais que chaque fois qu'un nouveau ministre vient, il dise « bon, ben, j'arrête tout ce que faisait mon prédécesseur, je vais réfléchir », et il prend 1 an ou 2 pour réfléchir et pour inventer autre chose. Il faut de la continuité aussi dans les actions, et donc c'est pour ça que un conseil supérieur, peut-être une loi cadre sur l'énergie, une loi programme qui donne une vision à moyen terme, permettrait de dépasser ça et de clarifier ces sujets et donnerait en même temps la force politique au titulaire du portefeuille pour mener ces... Il ne faut pas qu'il ait peur de ce qu'il doit faire. Parce que, donner un exemple, le sujet du gaz, pour terminer, je vous donner l'exemple du gaz, qui est d'actualité. L'Algérie a décidé d'arrêter ses livraisons du gaz à travers le gazoduc Maghreb-Europe. Ce sujet, on le connaissait depuis 10 ans. C'est-à-dire, on savait que le GME allait se terminer en 2021. Moi, en 2012-2013, on a travaillé sur le sujet. On s'est dit, bon, comment préparer cette échéance et mieux garantir notre indépendance énergétique par rapport au gaz? Et on a lancé des études pour le projet de terminal d'importation du gaz naturel liquéfié, le GNL. Et évidemment, il y a eu plusieurs réflexions, mais ça n'a pas abouti, le projet n'a pas été lancé. Et on se retrouve aujourd'hui quand même avec une difficulté où on est en train de, un peu en urgence, d'essayer de trouver des solutions pour importer du gaz. On parle d'un terminal flottant, etc., etc. Bon, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, j'espère qu'ils vont réussir, mais on le fait un peu dans l'urgence. Je pense que l'un des handicaps qu'il y a eu, c'est qu'à un moment, on a pensé trouver du gaz à Tzendrara et on s'est dit, bon, pourquoi faire un terminal GNL si on a du gaz? Mais finalement, à Tzendrara, on a très peu de gaz. Il semble que les ressources en gaz soient très limitées. Elles ne suffisent pas à notre consommation. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait une continuité, même parce qu'il y aura toujours des événements qui vont venir. Mais on ne peut pas chaque fois lancer un projet et l'arrêter et dire on va réfléchir encore quelques années. Et donc cette continuité, cette force dans la mise en œuvre des actions doit se faire à travers un débat continu, à travers donc des outils
de concertation qui donne une vision commune et partagée à tous les acteurs, que peut être un Conseil supérieur de l'énergie et une loi cadre ou une loi de programmation dans le secteur de l'énergie. Ça a été votre dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur Douili, du temps que vous avez bien voulu nous consacrer aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je remercie nos téléspectateurs et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.